une certaine complicité. Oui, j'ai compris que ça raccordait. C'est parfait. Bon, ça me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui, quoique j'ai vu là, certains participants, le nom de certains participants passés, que je me dis, bon, probablement que vous connaissez déjà pas mal du contenu que j'ai à vous donner. Ceci dit, on m'a expliqué que ce n'étaient pas nécessairement tous des experts des questions juridiques liées à ce régime provisoire de protection des zones inondables qui est entré en vigueur. Ça ne fait pas encore tout à fait un an, là, le 1er mars 2022. Donc, on approche de l'année d'existence de ce régime-là. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans le temps qui nous est imparti, puis on vient de me dire qu'on pourrait un petit peu déborder, ce qui aujourd'hui, ce qui nous permettrait d'aborder certaines questions plus pratiques, des cas pratiques. Mais ceci dit, avant de se rendre là, il faut comprendre puis brosser le tableau de ce nouveau régime-là. Je vous invite à intervenir peut-être en soulignant en écrivant vos questions dans le chat. Manel va m'aider à gérer les questions au fur et à mesure, puis on essaiera d'y répondre là, pour être efficace, puis on pourra se garder un petit moment à la fin pour d'autres questions plus particulières. Alors, le régime de protection provisoire, de protection des zones inondables, questions et réponses. D'où tout ça part, c'est avec la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau. Puis on peut oublier le reste du titre, là, c'est pas ça qui nous importe ici, mais c'est le fameux projet de loi 67 qui est entré en vigueur, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en 2021 pour devenir le chapitre 7 des lois du Québec et qui propose véritablement une réforme en profondeur de la protection des zones inondables au Québec. Si vous étiez familier avec le régime de protection qui découlait de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, ben, on vous dit oubliez vos réflexes. On va voir pourquoi et comment aujourd'hui. Oubliez vos réflexes. On développe une toute autre approche qui, évidemment, que le législateur veut plus efficace, mais qui est certainement plus complexe que ce qui existait auparavant sous le régime de la politique de protection des rives. Puis on va voir aujourd'hui pourquoi et comment. Alors, je vous rappelle les prémices qui nous ont amenés à ce régime provisoire. Bon, je les ai évoquées comme étant la façon par laquelle j'ai connu Manel Harigot avec les inondations qu'on a connues en 2017 et en 2019. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'ampleur de ces inondations-là. Et à chaque occasion, à la suite des inondations de 2017 et de 2019, le gouvernement du Québec a imposé une zone d'intervention spéciale qu'on a appelée affectueusement la ZIS sur l'ensemble des territoires qui étaient touchés par les inondations. La ZIS de 2017 prenait fin en janvier 2019. Donc, au début de janvier 2019, la ZIS 2017 s'éteint. Manque de chance, arrivent les inondations au printemps 2019 qui vont conduire à l'adoption d'une nouvelle zone d'intervention spéciale qui devait prendre fin. Et là, plutôt que d'avoir une date précise de fin comme dans la ZIS de 2017, celle de 2019 nous dit qu'elle prendra fin lorsque la réglementation d'urbanisme municipal applicables sur les territoires qui étaient visés par la ZIS mettront donc en œuvre pleinement le cadre normatif gouvernemental qui sera élaboré relativement à la zone de gestion, à la gestion des zones inondables. Donc, on annonçait dans cette ZIS-là, dans la ZIS de 2019, qu'il y aurait des modifications au cadre normatif, modifications qui éventuellement, doivent être mises en vigueur sur les territoires qui étaient touchés par la ZIS. Et c'est ce que le projet de loi 67 visait donc à mettre en place, c'est-à-dire ce nouveau cadre normatif gouvernemental. Alors, première, je dirais, victime de ce nouveau cadre normatif, c'est la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui est décédée, qui a été exécutée à la suite de l'entrée en vigueur de ce nouveau régime-là. Elle était annoncée au moment de l'adoption de la loi sur
le projet de loi 67, que je vais appeler la loi sur les zones inondables, puisqu'on abrogeait l'article 2 de la loi sur la qualité de l'environnement qui donnait le pouvoir au ministre d'adopter une telle politique. Et l'article 2 ayant été abrogé, l'article 2 de la loi sur la qualité de l'environnement ayant été abrogé, l'exécution de la politique de protection des rives a été confirmée au moment de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du règlement provisoire, là, le règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations. Donc, on va appeler le règlement provisoire et c'est à l'article 129 de ce règlement-là qu'on a formalisé le décès de la politique de protection des rives. En ce qui concerne les MRC, le projet de loi 67 ou la loi sur les zones inondables abordait 4 éléments qui étaient particuliers et qui s'appliquaient et qui s'adressaient aux MRC. Parmi ces 4-là, pour le propos d'aujourd'hui, on va retenir celui qui concerne les pouvoirs qui étaient dorénavant accordés aux municipalités régionales de comté concernant l'adoption de règlements relatifs à la gestion des risques. Hein, les mots gestion des risques sont importants, liés aux inondations et à la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques. On verra un petit peu plus loin qu'est-ce que ça voulait dire exactement. La loi sur les zones inondables modifie aussi l'encadrement applicable à la gestion des milieux hydriques prévu à la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est pas juste les zones inondables, mais on va voir que ça touche également l'ensemble des milieux hydriques et notamment la protection des rives et des littoraux. Et le ministre de l'Environnement s'est vu attribuer de nouveaux pouvoirs, tels que ceux d'établir, tenir à jour et rendre public les limites des zones inondables des lacs et des cours d'eau, ainsi que les zones de mobilité des cours d'eau. Alors, je vous prie de retenir puis c'est pas pour rien que je l'ai mis en bleu, là, le concept de zone de mobilité à propos duquel je vais revenir dans quelques instants, qui est un concept nouveau, là, je mets entre guillemets, nouveau, introduit donc dans la loi sur les zones inondables. Et enfin, cette loi vise la mise en place d'un encadrement spécifique aux ouvrages de protection contre les inondations, notamment en octroyant au gouvernement le pouvoir de déclarer une municipalité qui en fait la demande comme étant responsable d'un ouvrage de protection contre les inondations. C'est l'article 46.0.13 de la loi qui n'est pas encore entré en vigueur. Alors, je reviens sur la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Donc, je vous disais l'article 2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement qui permettait au ministre, en fait, qui était l'assise par laquelle le ministre avait adopté cette fameuse politique en 1987, là, si mon souvenir est bon, ça datait de plusieurs années déjà, donc a été abrogé. Et la gestion des zones inondables avec la loi sur les zones inondables est traitée maintenant de façon distincte par rapport aux mesures de protection des rives et du littoral. Alors, auparavant, si on avait la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, tous dans le même document, bien là, il y a une scission qui est opérée entre la protection des rives et le littoral et la gestion des zones inondables. En fait, on a traduit cette volonté-là à travers la définition des milieux humides et hydriques. MHH, là, dans ma diapo, c'est les milieux humides et hydriques, qui se trouve à l'article 46.0.2 de la loi sur la qualité de l'environnement et où on est venu séparer l'ancien paragraphe 2 qui reliait rive littorale et plaine inondable en 2 nouveaux paragraphes où d'un côté, il y a les rives et le littoral et de l'autre côté, les zones inondables d'un cours d'eau ou d'un lac. Ainsi que, encore une fois, les zones de mobilité d'un cours d'eau sont établis conformément à la présente section et dont les limites sont diffusées par le gouvernement ou lorsque cette délimitation n'a pas été établie, telle que définie par règlement du gouvernement. Alors, déjà constaté comment le gouvernement met la patte sur la façon de définir les zones inondables. On se donnera quelques explications à ce sujet-là dans quelques instants. Alors, en ce qui concerne la protection des rives et du littoral, c'est dorénavant intégré à l'intérieur des mesures applicables à la protection des milieux humides et hydriques. Et l'article
6.0.12, qui est maintenant renuméroté point 21, prévoit des nouveaux pouvoirs réglementaires du ministre, dont les suivants. Paragraphe 10 de cette disposition-là. Le ministre peut donc prohiber ou limiter la réalisation de travaux de construction et autres interventions dans les milieux humides et hydriques. Et vous allez voir, ce paragraphe-là donne naissance au règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, le RAMACH, dont on se parlera dans quelques instants également. Et 11, donc, subordonner la délivrance d'un permis par la municipalité concernée dans les cas et conditions indiquées à la réalisation de travaux de construction ou d'autres interventions dans les milieux humides et hydriques. Donc, ça aussi, c'est à la fois le RAMACH et à la fois le règlement provisoire. Donc, le législateur est venu préciser les pouvoirs réglementaires du ministre dans ce nouveau régime-là. Toujours en ce qui concerne la protection des rives et du littoral, ceci dit, tout change, mais en même temps, rien ne change parce que les municipalités locales sont encore au cœur du régime où elles sont chargées, où elles héritent de la responsabilité de faire appliquer le nouveau règlement provincial sur la protection des rives et du littoral, un peu comme le règlement sur les installations septiques autonomes. Alors, on se souviendra que sous le régime de la RLP, excusez-moi, la protection des rives littorales et plaines inondables, il fallait traduire ou inclure les normes minimales de la politique dans les schémas d'aménagement et ça percolait jusqu'au règlement d'urbanisme locaux. Maintenant, ça sera un règlement semblable à celui soit sur les carrières sablières ou le règlement sur les installations septiques autonomes ou le règlement sur le RPEP, là, sur les prélèvements d'eau, où certaines des dispositions relèvent de l'application par les municipalités. Et on a ajouté à ça, puis ça, c'est intéressant, là, l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, c'est la disposition qui prévoit la primauté des règlements adoptés sous l'égide de la loi sur la qualité de l'environnement sur les règlements municipaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre un règlement portant sur un sujet X au niveau provincial et un règlement portant sur le même sujet X par les municipalités. Je vous parlais du règlement sur les carrières et sablières. Je peux vous dire, pour l'avoir déjà analysé et étudié, ça ne vaut pas la peine d'essayer d'adopter un règlement municipal qui porte sur les carrières et sablières parce que le règlement provincial couvre tous les aspects qui peuvent être touchés par ce type d'activité-là. Et le règlement provincial va toujours primer en vertu de l'article 118.3.3 sur les règlements municipaux. Ceci dit, et c'est là que ça devient intéressant pour notre propos, c'est qu'on est venu ajouter un alinéa à cette disposition-là qui dit lorsqu'on est en présence d'un règlement qui est pris en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, mais qui prévoit que ce règlement-là devra être appliqué en tout ou en partie par les municipalités, ce règlement-là, donc la primauté du règlement provincial ne s'applique pas nécessairement. Puis ça, c'est pour laisser une marge de manœuvre aux municipalités, notamment, puis pour ceux qui sont un peu au courant de ça, là, la question du contentieux des règlements municipaux pour mettre en œuvre le Q2R22 sur les installations septiques autonomes. Je veux bien croire que le règlement est provincial, mais comment la municipalité arrive-t-elle à s'assurer que ses citoyens respectent le règlement provincial? Elle doit elle-même adopter un règlement à cet effet. Pourquoi? Parce que les municipalités ne s'expriment que par résolution ou règlement. Donc, par conséquent, ça prend un règlement pour appliquer le règlement provincial. Je vais être plus précis. Ça prend un règlement municipal pour appliquer le règlement provincial. Et là, il y avait des jugements des tribunaux qui disaient, ben non, puisque ça porte sur le même objet, le règlement municipal n'est pas valide. Il y a entre autres à Saint-Joseph-du-Lac une décision récente de la Cour supérieure là, qui est très embêtante à ce sujet-là. Alors moi, je pense que cette disposition-là veut écarter tout le contentieux où il y a friction entre les règlements municipaux et provinciaux lorsque les municipalités sont obligées d'appliquer le règlement provincial. Quant à la délimitation des zones inondables, voici ce qu'il en est.
Auparavant, la détermination de l'étendue des plaines inondables, parce qu'on les appelait comme ça, relevait de la compétence des MRC. Alors, cette responsabilité relève dorénavant et clairement de la compétence du ministre, et c'est inscrit en toutes lettres à l'article 46.0.2.1 qui est ajouté à la LQE, où on nous dit le ministre établit les limites des zones inondables, des lacs et des cours d'eau. Bon, il peut aussi établir les limites des zones de mobilité. Alors, ça aussi, ça vient régler un certain contentieux où il y a eu des affrontements entre des organismes régionaux, municipaux, qui disaient, ben, puisque c'est nous qui sommes responsables d'établir les zones inondables, ben, vous, au ministère de l'Environnement, là, vous allez vous fier à ce qu'on a déterminé. Et le ministère de l'Environnement n'étant pas content des résultats, chipotait sur la façon dont les limites des zones inondables avaient été déterminées. Alors, le législateur est venu régler ce différend-là ou ce contentieux-là en disant maintenant, c'est le ministre qui est carrément responsable de tout ça. Alors, il prépare et tient à jour, rend public les règles applicables à l'établissement de ces limites. Mais bien sûr, comme tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité. Puis là, le mot municipalité ici comprend autant les municipalités locales, régionales ou les communautés métropolitaines. Donc, il peut déléguer à une municipalité la responsabilité d'établir les limites des zones inondables. Vous allez voir que la municipalité en question n'est pas lâchée lousse. Au contraire, dans le cadre d'une telle entente de délégation, la municipalité est alors tenue de respecter les règles préparées par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 46.0.2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Et la municipalité doit soumettre au ministre pour approbation la délimitation qu'elle propose. Alors, afin d'évaluer la proposition de la municipalité, le ministre analyse la méthodologie utilisée et peut demander tout document qu'il juge nécessaire pour ce faire. Ça aussi, je comprends l'origine de cette disposition-là parce que dans certains dossiers, les méthodologies employées par l'organisme municipal ne correspondaient pas au désir ou à la façon de voir du ministère. Donc, il y avait là aussi un différent qui est réglé par ces dispositions-là où, dans le fond, vous comprendrez que c'est le ministre qui a le dernier mot en tout sur la détermination des limites des zones inondables. Et si le ministre n'est pas satisfait, ben, il y a le pouvoir de requérir de la municipalité qu'elle apporte des modifications aux zones inondables qu'elle a déterminées. Alors, comme je vous dis, là, c'est pas mal le ministre qui aura le dernier mot sur ces questions-là. Le concept je fais un petit aparté sur le concept de zone de mobilité, qui est un concept qui est apparu, je vous dirais, relativement récemment dans nos considérations et dans le vocabulaire. Donc, zone de mobilité que moi, j'apparente à celui d'espace de liberté. J'en profite pour saluer Pascal Biron, dont j'ai vu le nom passer tout à l'heure. Alors, Pascal, que je connais bien aussi, tu permettras que je cite tes travaux. Où tu es venu définir le terme d'espace de liberté comme étant la somme de l'espace de mobilité lié à la dynamique latérale des cours d'eau et de l'espace d'inondabilité lié à la récurrence des crues de différentes magnitudes dont le passage laisse des traces dans le paysage. Alors, dans le fond, on s'est rendu compte, puis si je le dis autrement illustré, là, on s'est rendu compte que en fait, c'était peut-être pas très compliqué de s'en rendre compte, mais dans le commun des mortels, là, je ne suis pas sûr qu'ils sont conscients de la chose, mais non seulement les cours d'eau montent lors de la crue et descendent en période d'étiage, donc il y a ce mouvement vertical des cours d'eau, mais les cours d'eau se déplacent aussi latéralement au fil des années, au fil des siècles aussi. Et vous avez ici donc l'illustration du lit mineur d'un cours d'eau qui est le cours d'eau tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le conçoit et on le comprend, mais il faut comprendre aussi qu'il a existé et c'est encore partie
de ce qu'on doit considérer comme étant le cours d'eau, c'est le fameux lit majeur qui peut correspondre à ce moment-là à l'espace de liberté d'un cours d'eau lorsqu'il se déplace latéralement. Les bras morts et les marais, milieux humides qui sont illustrés ici, sont des anciens méandres de ce cours d'eau-là. Alors, on a compris avec le temps et ça entraîne des conséquences sur imaginez l'occupation du territoire si on autorise la construction de résidences ou de bâtiments, soit dans le lit mineur, on le voit parfois, et ou encore dans le lit majeur. Donc, ces considérations-là, maintenant, vont pouvoir être prises en compte par la réglementation dans le cadre de la gestion des zones inondables. Alors, une fois que les zones inondables sont définies, c'est au MRC. Alors, c'est pour ça que la présentation d'aujourd'hui s'adresse éminemment au monde municipal. Pourquoi? Parce que ce sont les municipalités à la fois régionales et éventuellement les locales qui encore demeurent responsables de gérer, de protéger, d'appliquer le régime provincial. Alors, une fois que les zones inondables sont définies, les MRC prennent le relais afin d'élaborer et mettre en œuvre par règlement un plan de gestion des risques liés aux inondations. Et ça, maintenant, ça apparaît de l'article 79.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, il y a la loi sur les zones inondables, le fameux projet de loi 67, qui est venu modifier certaines lois sectorielles, dont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et c'est à travers la LAU, article 79.1 et suivant, qu'on vient préciser quel va être le rôle des MRC. Et ce plan de gestion, le plan de gestion, encore une fois, vous verrez que la MRC n'est pas lâchée lousse, elle ne fait pas comme elle veut. Tout ça est, je dirais, assez fortement encadré par le gouvernement qui établit comment ça va être élaboré à travers un règlement. Alors, c'est l'article 46.0.21, paragraphe 13 de la LQE qui le dit. Le règlement provincial est encore à venir. Là. À ce que je sache, il n'est pas encore, j'en ai même pas vu de projet. Ton micro est coupé, Jean-François. Valérie, est-ce qu'on reçoit le son? Non, j'ai plus le son de Jean-François. Ouais. Jean-François, ton micro est coupé. Je pense qu'il ne nous entend pas aussi. Je vais lui écrire. Je pense pas qu'il lit les messages aussi. Jean-François, ton micro est coupé et apparemment tu ne nous entends pas. Jean-François, ton micro est coupé depuis, je pense, 1 minute. OK, désolé, je ne sais pas d'où vient le problème. Est-ce qu'on l'avait vu, oui? Oui, ça vous l'avez OK. expliqué, c'était quand vous avez... Oui, ici. Un plan de gestion, règlement provincial.
Bon, c'est ça. J'étais sur, ouais, exactement, la gestion des risques. Je reviens en arrière. Alors, j'étais à dire que depuis le début, j'ai attiré votre attention sur le fait que, excusez-moi, je vais finir par me replacer, là, sur le fait que c'est un plan de gestion des risques liés aux inondations que les MRC devront faire. Alors, à ce sujet, c'est que, de fait, on va abandonner le concept des zones de grand courant, le fameux 0-20 ans ou de faible courant, le 20 ans, 100 ans, pour aller vers un régime de protection qui sera axé davantage sur la gestion des risques. Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion des risques? Bien, vous savez donc, bon, par exemple, ici, là, à gauche, on a les zones inondables actuelles. Alors, le 0, excusez, ici, c'est le 0-20 ans. Et en mauve plus pâle, le 20 ans, 100 ans, qui marque sur le territoire une limite liée à la récurrence de l'aléa, alors que dans le régime qui sera proposé, on va prendre en considération d'autres facteurs que la seule récurrence possible de l'aléa pour établir une zone, en fait, des zones de risque faible, modéré ou élevé, que vous voyez ici traduites là, par des couleurs jaune, orange et rouge, et où on viendra prendre en considération, pas juste, comme je viens de le dire, la récurrence de l'aléa, mais d'autres facteurs, par exemple, la profondeur d'immersion. Vous comprendrez rapidement si on se dit, ben, avoir de l'eau jusqu'à la cheville pendant une semaine, ce n'est pas le même enjeu qu'avoir de l'eau jusqu'à la taille pendant une semaine. Donc, la durée de l'inondation, la profondeur d'immersion ou d'autres facteurs là, qui pourraient être pris en considération pour être capable d'établir ces zones qui seront donc définies comme étant à risque faible, modéré ou élevé. Alors, le règlement adopté par la MRC conformément à l'article 79.1 doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales qui, bien sûr, va consulter ses collègues intéressés par le sujet avant de donner son approbation. Et vous verrez donc que le gouvernement peut adopter un règlement pour prévoir les critères d'un règlement pris en vertu de l'article 79.1 afin que ça soit je veux dire, les règles, les normes du gouvernement provincial soient respectées afin d'être approuvées par le ministre des Affaires municipales lorsque la MRC établira ou élaborera son propre règlement. Encore une fois, tout simplement pour illustrer comment le gouvernement provincial garde une mainmise assez importante sur tout ce régime-là, encadrant par ses propres règlements toute l'action réglementaire qui va être prise au niveau des MRC et éventuellement des municipalités locales. J'attire aussi votre attention sur l'article 79.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a élargi la portée de cette disposition-là qui existait antérieurement lorsqu'elle nous dit qu'une MRC peut établir par règlement toute norme destinée à tenir compte de tout facteur propre à la nature du lieu qui soumet l'occupation du sol à des contraintes liées à la protection de l'environnement ou à la sécurité publique. Donc, vous verrez, bien sûr, si on parle d'inondation, ben, les questions de sécurité publique émergent de façon assez spontanée, mais je veux attirer votre attention ici sur cette ouverture que marque le législateur lorsqu'il parle aussi de protection de l'environnement. On est parti, souvenez-vous, d'un régime de protection, je dirais, plus étroit de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Et au niveau du choix de vocabulaire, maintenant, on parle de protection de l'environnement et ça revient à plusieurs endroits dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui semble désigner la volonté du législateur d'élargir le pouvoir réglementaire des municipalités à la fois régionales, mais également locales. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que regardez comment, pour faire adopter des règlements en vertu des articles 79.1 à 79.3, qui sont les pouvoirs réglementaires des MRC, mais regardez comment le législateur nous renvoie aux pouvoirs réglementaires en matière de zonage, lotissement, construction,
aux articles des municipalités locales, aux articles 113, 115, 118 et 119. Alors, dans le fond, le législateur va permettre dorénavant au MRC de jouer à peu près le même rôle d'un point de vue réglementaire que le rôle qui était auparavant réservé aux municipalités locales. Puis là, j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui me connaissent un petit peu puis qui suivent l'actualité jurisprudentielle. Je dois vous dire que je suis un peu inquiet, ou en tout cas, force est de constater qu'on vit dans une période de grande incertitude au niveau juridique, à savoir jusqu'où les MRC et municipalités locales peuvent aller dans l'adoption de règlements destinés à protéger l'environnement sans se faire accuser d'expropriation déguisée. Et là, il y a, depuis le jugement du PROC contre Ville de Mascouche, je peux vous garantir que toute velléité d'intervention réglementaire par les municipalités en matière de protection des milieux naturels, donc protection de milieux humides, protection des rives, littoraux, des zones inondables, tout ça est fortement contesté par les avocats des propriétaires terriens et, à plus forte raison, promoteurs immobiliers, comme étant des situations d'expropriation déguisée. Alors, on est dans une période d'incertitude que je me dois de vous souligner parce que jusqu'où on va pouvoir aller dans l'adoption de mesures réglementaires dans ce domaine-là, ce n'est pas clair. Alors, voici pour un peu le portrait général qui nous amène à discuter de la protection des rives et du littoral. Je reviens juste. Vous m'excuserez, là, c'est le biologiste en moi qui veut toujours revenir à la base scientifique des choses. Les bandes riveraines dégradées et artificialisées sont source de contamination, de sédimentation des lacs et cours d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand vous permettez ce type d'aménagement-là, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui trouvent que c'est beau, mais c'est absolument délétère pour l'écosystème lacustre. Ou fluvial en bordure d'un cours d'eau, si ça se trouvait là, parce qu'on n'a plus de bandes riveraines. Alors, ce type d'aménagement-là, ou encore ça au niveau agricole, c'est si on veut protéger les rives, le littoral, puis protéger donc les écosystèmes à la fois lacustres et fluviatiles, il faut agir sur la protection des bandes riveraines, et c'est à travers l'aménagement du territoire qu'on a contrôlé jusqu'à présent la dégradation des berges. On en a assuré la protection via le règlement de zonage local qui mettait en œuvre les normes minimales de la politique de protection des rives, du littoral, des plaines inondables. Donc, c'est le régime qu'on a bien connu. Alors que dorénavant, les municipalités sont chargées d'appliquer le règlement concernant la mise en œuvre provisoire du chapitre 7 des lois de 2021, donc ce qu'on appelle le règlement provisoire. Et là, je veux vous expliquer comment certains éléments du règlement de zonage local demeurent toutefois en vigueur et applicables dans certaines situations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, puis je vais vous expliquer que dans la première mouture du règlement provisoire, on écartait carrément toute la réglementation municipale locale. Et là, il y a eu des nuances par la suite. Alors, bien sûr qu'avec la disparition de la politique de protection des rives, c'est toute l'approche appliquée à la protection des rives, du littoral et des zones inondables qui est appelée à être modifiée. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, les municipalités restent au cœur des mécanismes de protection et de contrôle pour les rives et le littoral, comme au temps de la PRLPPI. Et les fonctionnaires municipaux devront cependant référer à plus d'un règlement pour avoir un portrait complet des normes applicables à la protection des rives et du littoral. En fait, si j'avais une critique majeure à faire de tout ce régime-là, c'est que si auparavant, tu allais voir dans ton règlement de zonage, essentiellement, les mesures, les dispositions applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Donc, à un endroit, tu avais l'information. Maintenant, le fonctionnaire doit comprendre et connaître le REAFI, le RAMACH, le règlement provisoire et les règlements d'urbanisme locaux lorsqu'ils restent pertinents et applicables. Alors, on s'explique à ce sujet-là. Donc, le règlement provisoire et qui est entré en vigueur le 1er mars 2022, c'est ce règlement qui a donc permis la levée de la zone d'intervention spéciale.
J'étais un petit peu surpris de constater celle de 2011, notamment, qui avait été mise en place sur la rivière Richelieu après les inondations de 2011, évidemment, et celle de 2019, que vous avez connue, là, dont on se souvient bien, qui était en place par le gouvernement à la suite des inondations du printemps 2019. Alors, les articles 122 et 123 du règlement provisoire sont venus annoncer la levée de ces zones d'intervention spéciale. L'article 114 de ce règlement, règlement provisoire, indique que les municipalités sont chargées de l'application des articles 1 à 19, sauf 14, 16 et 17. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, donc les municipalités locales sont responsables de l'application des articles 6 portant sur les mesures de protection du littoral, 7 portant sur les rives et 8 portant sur les zones inondables. Je vous dis donc néanmoins, les interventions en milieu hydrique demeurent encadrées dans une approche qui s'inspire des normes minimales de la politique de protection des rives, puisque vous verrez qu'une référence à la politique de protection des rives dans un ou l'autre règlement du gouvernement provincial est réputée être une référence au règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, le RAMACH. Donc, on comprend qu'il y a une translation là, de ce qu'il y avait dans la PRLPI à travers le RAMACH, sauf les nuances dont on va discuter dans les prochains instants. Alors, ce fameux règlement provisoire, parce que, comme je vous ai dit, la mise en œuvre de l'approche par gestion des risques n'est pas encore effective, et d'où l'idée d'un règlement provisoire qui a pour objet d'établir provisoirement des mesures facilitant l'entrée en vigueur des normes et de l'approche prévue à la loi sur les zones inondables. Alors, et c'est là que ça devient intéressant ou compliqué. En complément des règles prévues au règlement sur le RAMACH, le présent règlement prévoit, le présent chapitre prévoit, à l'égard de certaines activités réalisées dans un milieu hydrique exempté, en fonction du RAFI, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable auprès de la municipalité concernée. Et vous savez, on dit souvent dans le droit, tous les mots sont importants. Moi, je te passais un peu vite à l'époque sur certaines activités, le mot certaines, donc des activités exemptées. Pour me rendre compte effectivement que le règlement provisoire ne concerne pas toutes les activités exemptées au terme du RAFI. Donc, ce qui va nous amener à faire au cas par cas l'analyse de chaque dossier pour savoir où est-ce qu'on se situe dans l'application réglementaire. Bon, petite précision. Le pouvoir de réglementer des municipalités, les usages, constructions, ouvrages dans les milieux humides ne semble pas être affecté par les nouvelles dispositions. En fait, je pense que tout le régime de protection des milieux humides prévu à la LAU n'est pas concerné par ce régime provisoire de protection des rives et littoraux, ce qui laisse donc toute la marge de manœuvre aux municipalités locales pour réglementer les activités, construction, usage dans les milieux humides. Alors, dorénavant, les activités dans les milieux humides et hydriques sont réglementées. Puis là, j'ai essayé, regardez, de faire une espèce d'échelle par laquelle qui nous permet de comprendre comment se diriger à travers la mise en œuvre de ces différents règlements-là. Et comme je vous disais, si auparavant, il suffisait d'aller voir dans notre règlement de zonage quelles étaient les mesures applicables à la protection des rives, littoraux et plaines inondables, bien maintenant, prenons pour acquis que tout projet qui a lieu et prend place dans un milieu humide ou hydrique doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle au sens de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ceci dit, le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le RAFI, va venir déterminer quelles sont les activités qui sont assujetties à l'article 22, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées, parce qu'il y a 3 types de régimes différents. Et le RAFI va être complété par le RAMACH, qui, pour l'essentiel, s'applique aux activités qui ne font pas l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, là, si j'essaie de vous résumer ça autrement, les gros sujets, les gros projets là, qui font l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22, bien, ça reste complètement
est totalement de la compétence du ministre de l'Environnement qui s'occupe de gérer ces dossiers-là. Mais tout ce qui passe au régime suivant, c'est-à-dire admissible à une déclaration de conformité ou encore exempté de l'article 22, va être rattrapé soit par le RAFI ou soit par le RAMACH, qui, lui, va être complété à son tour par le règlement provisoire qui ne vise, comme on l'a vu tout à l'heure, que certaines activités exemptées d'une autorisation ministérielle. Alors, à plusieurs égards, on va s'en donner des exemples concrets, les règlements d'urbanisme locaux demeurent pertinents et en vigueur. Bon, cette structure-là, comment elle fonctionne? Elle fonctionne de façon compliquée. Je ne peux pas vous dire que c'est simple. Malheureusement, ce ne l'est pas. D'abord, avant tout, comprendre que le RAFI, c'est quelques 370 articles parce qu'il y a maintenant des modifications qui ont été apportées. Ils ont abrogé des articles, mais ils ont rajouté des points 1, point 2, point 3. Fait qu'on est plus ou moins 370 articles, 3 annexes. Et l'approche du RAFI repose sur déterminer activité par activité en fonction des lieux et de leur impact potentiel. Alors, quels sont les 3 niveaux d'intervention? Celles qui sont assujetties à une autorisation ministérielle, les activités admissibles à une déclaration de conformité ou carrément exemptées de l'article 22. Vous comprendrez qu'il y a une espèce de gradation là, dans cette approche-là. Mais c'est pour ça que le règlement est si vaste, c'est qu'il faut pour chaque type d'activité tenir compte de où elle prend lieu puis de ses impacts potentiels, ce qui fait que ça nous donne une quantité assez phénoménale d'activités ou en fait d'articles qui traitent de ces différentes activités-là. Dans le cas qui nous occupe pour notre propos aujourd'hui, c'est surtout les activités exemptées qui retiennent notre attention en ce qui concerne le rôle des municipalités. Alors, quand je vous dis la structure du RAFI, activité par activité. Donc, vous voyez, on parle d'activités qui ont lieu et là, donc qui ont lieu et on voit bien dans les lieux qui sont ici concernés, les lieux humides ou hydriques. Et là, sur le niveau d'impact, vous voyez que lorsqu'on traite à la fois des milieux humides et hydriques, vous avez la structure du règlement est ainsi faite, la disposition générale, bien sûr, mais ensuite, activité soumise à une autorisation, activité admissible à une déclaration de conformité et activité exemptée. Après, on reprend la même structure pour ce qui est spécifique au milieu hydrique. Et enfin, arrive la question des milieux humides. Là, vous me direz, on n'a pas encore la structure avec soumise, admissible et exemptée. C'est parce qu'il restait moins de matériel à traiter. Donc, la section milieu humide est un peu plus courte. Mais vous comprenez donc la structure du RAFI, comme je vous dis, qui vise activité par activité, les lieux et les impacts possibles. Quant au RAMACH, bon, le RAMACH, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Depuis tout à l'heure, je vous dis que le RAMACH s'applique aux activités qui ne font pas l'objet d'une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22. Alors, ce qui correspond nécessairement aux activités admissibles à une déclaration de conformité, aux activités exemptées. Mais ça serait trop simple de s'arrêter là. Malgré ce qui précède, là, vous avez une série d'articles qui disent que ça s'applique à tout type d'activité. Alors, là, vous allez dire, c'est quoi l'astérisque où je dis voir les articles marqués d'un trait rouge. On va voir un exemple tout à l'heure de ce que je veux dire, là, juste comme outil de travail, là, comment arriver à se démêler lorsque vous consultez vos règlements. Là, je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Et j'arrive au règlement provisoire. Okay? Donc, et le règlement provisoire qui, dans sa version projet, la première version qui avait été rendue publique, annonçait que ce règlement remplacerait les dispositions des règlements d'urbanisme des municipalités locales par l'effet de l'article 118.3.3, la LQE, dont on a parlé il y a quelques instants. Alors, c'était l'article 109 du projet de règlement provisoire qui disait, conformément au premier alinéa de 118.3.3, et à moins d'une disposition contraire, le présent règlement prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet. C'eût été assez simple, on comprenait à l'époque que le règlement provisoire, lorsqu'il rentrerait formellement en vigueur, aurait pour effet d'écarter les règlements locaux. Bien, ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé et force est de constater que la version finale du règlement, elle est beaucoup plus nuancée et je m'explique à ce sujet-là.
voici, voici la disposition dans le règlement provisoire, l'article 117, qui traite de la question de la primauté, qui nous dit donc l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas. Déjà là, quand on est dans une rédaction négative, on dit hop, les troubles s'en viennent. Alors, ça ne s'applique pas à une municipalité qui réglemente. Et là, on va viser 4 types d'activités pour lesquelles 118.3.3 ne s'applique pas. Le libre écoulement de l'eau, puis regardez, là, on parle de libre écoulement de l'eau, c'est tout ce qui concerne le règlement, la réglementation des MRC sur l'entretien et l'entretien des cours d'eau, puis voir à toujours permettre le libre écoulement de l'eau, à l'exception donc de la question des ponceaux qui sont visés aux articles 6 et 7. On y reviendra. 6 et 7 du règlement provisoire. Gestion de la végétation dans la rive. Donc, on comprend que dans la rive, tout ce qui s'appelle entretien, coupe d'arbres, etc., demeure de la responsabilité des municipalités locales et l'aménagement de sentiers ou d'escaliers permettant l'accès sur l'eau. Je vous demande de retenir la question de l'accès sur l'eau. On y reviendra si le temps nous le permet en exemple. Et on nous dit aussi que le premier alinéa n'a pas pour effet de dispenser la municipalité d'appliquer une disposition du RAMACH qu'elle est tenue d'appliquer conformément à l'article 59.1, parce que bien sûr, ils ont ajouté l'article 59.1 auquel je viens dans quelques instants avant de m'y rendre. Constatons aussi que l'article 11 du règlement provisoire prévoit qu'une municipalité peut délivrer l'autorisation lorsque l'activité respecte les conditions du RAMACH. Donc, même là où on serait supposé d'avoir une certaine marge de manœuvre, il va falloir toujours s'assurer, qu'on respecte les conditions du RAMACH. Et voici ce que nous dit l'article 59.1. Alors, 59.1 nous dit « Les municipalités sont chargées de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3, des sections 1 et 2 du chapitre 3.1, de la section 1.1 du... » Moi, là, quand ils m'écrivent des affaires de même, ça m'en maudit parce qu'on ne comprend rien. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? C'est partez du règlement, là, puis là, vous allez aller voir section par section et je vous propose un moyen, un outil de travail pour être capable de se démêler puis de se comprendre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la version à jour du RAMACH, j'ai surligné en bleu toutes les dispositions qui sont couvertes par la nomenclature des différentes sections prévues à l'article 59.1. Donc, ça donne ça et ça me permet d'un seul coup d'œil dans mon règlement de savoir est-ce que cette disposition-là relève spécifiquement de l'application. L'application, et nul ne peut ignorer la loi. Je viens de voir un commentaire passer. Effectivement, même moi, comme avocat, des fois, là, je commence à y perdre mon latin. Donc, vraiment, outil de travail pour être capable, lorsque vous consultez le RAMACH, de comprendre quelles sont les dispositions qui relèvent l'application des municipalités. Voici une suggestion, vous ferez bien comme vous voulez. Le trait rouge en marge, bien, il correspond à la nomenclature des articles tout à l'heure qui disait que le RAMACH s'applique aussi à tous les types d'activités. Fait que ça aussi, moi, quand je regarde mon RAMACH, d'un coup d'œil, j'ai 2 informations pertinentes qui me sont communiquées. Mais ça, vous ne trouverez pas ça sur Internet. C'est vraiment, il faut que vous fassiez le travail pour vous-même. Excusez, je voyais qu'il y avait des... C'est moi ou c'est une maison des fous? Oui, c'est pertinent, je pense, Jean-François, c'est pertinent. Est-ce que c'est possible d'appliquer ça? Je pense que la question est pertinente. Est-ce que c'est applicable? En fait, oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se donner des outils de travail pour arriver à un résultat probant parce qu'on est obligé de l'appliquer. Vous allez voir, au niveau municipal, si on ne le fait pas, il y a des sanctions lourdes qui viennent avec ça. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Maintenant, moi, je peux vous dire que ça m'a donné énormément de travail depuis l'entrée en vigueur parce que presque chaque cas me sont soumis. J'ai une clientèle qui me soumet presque chaque cas pour analyse parce qu'ils sont un peu mal pris. Et bien sûr, demandez pas au ministère de l'Environnement de vous expliquer le règlement. À chaque fois, les réponses qui vous sont fournies, en tout cas, évidemment, dans les cas où j'ai été interpellé,
le ministère répond sans répondre, bien sûr, parce qu'il ne veut pas se mouiller dans l'interprétation des règlements. Puis, je suis désolé ça paraît compliqué. C'est pas parce que j'ose dire, c'est pas parce que je suis un mauvais professeur, c'est parce que c'est compliqué. Alors, il n'y a pas d'échappatoire. Et là, je suis toujours sur la question de la primauté de la réglementation municipale. Ou, excusez-moi, de la réglementation provinciale. Alors, on a vu l'article 117 du règlement provisoire, comment il est libellé. Ben, ajoutons à ça l'article 3.1 du RAMACH qui nous dit 118.3.3 ne s'applique pas au RAMACH à l'exception des dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement provisoire. Bon, OK. Ensuite de ça, ajoutons le dernier alinéa de l'article 4 du RAMACH qui dit, si je vous le traduis, qui permet encore à une municipalité de réglementer plus sévèrement que le RAMACH la largeur des rives en bordure des lacs et cours d'eau. Alors, bien sûr, le RAMACH là, reprend la norme de 10 mètres ou 15 mètres selon la déclivité de la pente, mais une municipalité qui voudrait établir ça partout à 15 mètres ou même à 30 mètres, sa réglementation pourrait s'appliquer. Donc, vous voyez qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour les municipalités. Quant au REAFI, bien, il y a la même disposition, la même application, je dirais, nuancée de l'article 118.3.3 qui ne s'applique pas au RAFI, sauf pour les articles 6, 7 ou 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Moi, je vous dirais, essentiellement, ce que moi j'en retiens puis ce que j'en comprends, c'est que les articles 6, 7 et 8 du règlement provisoire sont ceux qui priment véritablement sur la réglementation provinciale, mais tout le reste autour, il faut y aller à l'analyse au cas par cas. Et je vous dis, ben, comme si ce n'était pas assez simple, assez compliqué plutôt, on a déjà des modifications qui ont été apportées par le décret 1461 de 2022 qui a été publié à la Gazette officielle, qui modifie à la fois le REAFI et le RAMACH. Je n'ai pas vu de modification au règlement provisoire. On est content de ça, mais notamment le mot construction à l'article 38.11 du RAMACH a été remplacé par implantation. Je vais vous avouer que je ne suis pas certain de voir la portée de cette modification-là, mais ça, on pourra en discuter une autre fois. Et je trouve ça particulier ou intéressant. On a introduit la notion d'alvar. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. Un alvar est un milieu naturel ouvert, plat ou de faible pente, parfois recouvert d'un sol mince, caractérisé par des affleurements rocheux calcaires. Bref, on comprend que ce sont des milieux sensibles et ça a été ajouté dans le règlement, le RAMACH, pour dire qu'on ne peut pas y faire de courses, de rallye ou autre compétition de véhicules motorisés dans les alvars. Alors, c'est une nouvelle particularité. Alors, là, moi, j'assume, Manel, qu'on va on va prendre au moins une demi-heure de plus. Là. Comme tu me l'avais dit, on peut aller jusqu'à... Alors, évidemment, si vous devez quitter, on ne vous retient pas, mais j'anticipe qu'on va se rendre jusqu'à 1h30. Alors, quelles sont les normes de ce régime provisoire? Bien, on ne va pas être trop dépaysé parce que pour l'essentiel, on va retrouver les normes qu'on connaissait. Ceci dit, il y a plusieurs transformations dans l'approche, et notamment dans le vocabulaire. La notion de ligne des hautes eaux disparaît et elle est remplacée par la notion de limite du littoral. Et la façon de déterminer la limite du littoral, elle est fixée, elle est déterminée à l'annexe 1 du RAMACH. Je vous dirais essentiellement, c'est la méthode botanique experte qui est reprise et qui est formalisée dans cette annexe 1. Et dans la mesure où c'est inclus dans le règlement provincial, ben, ça devient obligatoire. Pour ce qui est des milieux humides, il n'y a pas de limite de littoral, mais on ajoute la notion de bordure d'un milieu humide. Vous comprendrez que c'est là où se termine le milieu humide et où commence le milieu exondé. Et l'appellation plaine inondable est remplacée partout par zone inondable. On ajoute aussi la notion de territoire inondé qui ont été, dans le fond, tous les territoires qui ont été touchés par les inondations printanières de 2017 ou 2019, donc qui sont l'équivalent des 2 îles qui s'étaient appliquées à cette époque-là.
Et autre notion, celle de zone à risque élevé ou modéré d'inondation par embâcle. Donc, ça, c'est nouveau, ça apparaît dans ce nouveau régime-là. On propose d'harmoniser la terminologie utilisée dans 15 règlements. Alors, sans vous faire le détail, voyez comment plaine inondable, plaine d'inondation, plaine de débordement et devient les zones inondables. Les 0-20 ans ou 20 ans, 100 ans, là, ça devient zone inondable de grand courant, de faible courant. La ligne des hautes eaux devient la limite du littoral, etc., etc. Alors, bref, une espèce d'effort de systématisation dans la terminologie des différents règlements provinciaux à ce sujet-là. Et le règlement provisoire précise ce qui suit en termes d'expression, de définition des expressions. Puis, encore là, on voit comment tout ça est complexe parce que l'article 4 du règlement provisoire vous dit les expressions suivantes sont soit définies dans le RAMACH, soit dans le RAFI. Alors, vous voyez que cours d'eau, littoral, milieu humide, milieu hydrique, rives, zones inondables sont définis dans le RAMACH, mais système d'égout, abri à bateau, gestion des eaux pluviales, etc., c'est défini dans le RAFI. Donc, manifestement, il faut, je vous dis là, depuis tout à l'heure, il faut jouer, il faut avoir une compréhension de tout ce régime-là, des différents règlements, des différentes pièces réglementaires mises en œuvre et adoptées par le législateur provincial. Quant aux normes, je vous disais tout à l'heure qu'on s'y retrouve, c'est celle qu'on connaissait, la rive qui a une largeur de 10 à 15 mètres selon la déclivité de la pente. Et là, vous voyez, c'est à l'article 4 du RAMACH qui est définie cette norme-là. Mais la question de la largeur de l'accès au cours d'eau, elle est définie à l'article 339, paragraphe 1 du RAFI. On a encore le fameux 5 mètres d'accès, mais c'est au RAFI qu'on nous en parle. Donc, je suis obligé de vous dire, vous voyez bien qu'on ne peut pas se fier à une seule source réglementaire. Il faut naviguer à travers les différents règlements. Donc, est-ce que c'est une maison de fous? Je vous laisse tirer vos propres conclusions. On voit aussi que la question de construire des abris à bateaux amovibles ou des quais flottants ou sur pilotis, c'est réglé en partie dans le RAFI, à l'article 339.1. Le règlement provisoire aux articles 6, 7 et 8, portant sur littoral, rive et zones inondables, fait en sorte d'assujettir certains de ces travaux ou activités à la délivrance d'une autorisation préalable par les municipalités. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, le règlement provisoire ne fait pas encore place, pour le moment, à l'approche de gestion par risque ou de gestion des risques qui étaient annoncés. Tantôt, je vous disais, est-ce que c'est une maison de fous? Comment on peut appliquer tout ça? Je ne sais pas comment on va arriver à le faire, mais chose certaine, on n'aura pas le choix parce qu'il y a des obligations de reddition de comptes qui sont intégrées au règlement provisoire, qui font en sorte que les municipalités doivent tenir un registre des autorisations qui sont délivrées, les municipalités locales. Ensuite, elles doivent fournir à chaque année au MRC les autorisations qui ont été ainsi délivrées dans l'année précédente et les MRC publient sur leur site Internet les différentes autorisations qui ont été délivrées par les municipalités locales sur leur territoire. Alors, c'est les articles 12, 13 et 14 du règlement provisoire qui disent ça. Maintenant, 1er janvier 2023, cette obligation-là de mise en disponibilité sur le site Internet, elle est en vigueur à partir des informations qui devaient être colligées depuis le 1er mars 2022. Donc, on devrait avoir un 6-7 mois, 7-8 mois, même 9 mois d'informations colligées par les municipalités locales. Et si les municipalités, quand je dis vous, c'est les municipalités, ne font pas ce qu'elles ont à faire, elles s'exposent à diverses pénalités qui peuvent aller de la sanction administrative pécuniaire, les fameuses SAP de 1 000 $, ou même, vous voyez, des amendes de 3 000 allant même jusqu'à 600 000 $. Alors, moi, quand j'ai vu ça, 600 000 $, j'étais un peu tombé à la renverse.
c'est excessivement exigeant pour les municipalités. Dernière précision à ce sujet, c'est de voir comment, si les municipalités sont tenues d'appliquer tout ça, le législateur est venu préciser qu'on a aussi, on nous donne certains moyens de ces ambitions, à savoir la possibilité d'imposer, qu'une municipalité impose elle-même des sanctions administratives pécuniaires. Alors, c'est l'article 115.28 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui permet, lorsque on a un règlement qui est pris par qui est un règlement qui émane du gouvernement provincial, mais dont l'application relève d'une municipalité, elle peut donner lieu à l'imposition d'une SAP et la municipalité doit donc être peut l'imposer pour autant qu'elle soit désignée à cette fin par le gouvernement. Alors, je comprends qu'il va falloir demander l'autorisation au gouvernement pour être capable de délivrer, municipalité par municipalité, les fameuses SAP. Et là, une fois qu'on a cette autorisation-là, ben, c'est comme si on agissait comme le ministère de l'Environnement. Et bien sûr, la municipalité qui impose une SAP peut exiger des frais et elle va recouvrer le montant de la dite sanction administrative pécuniaire. Ensuite, sur les infractions qui sont passibles d'une amende, c'est un petit peu plus simple. Vous voyez à l'article 115.47, toute poursuite pénale. Donc là, on est vraiment constat d'infraction et imposition d'une amende, comme ce qu'on est habitué de faire avec les règlements municipaux. Alors, toute poursuite pénale pour une infraction à disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi et dont l'application relève d'une municipalité peut être intentée par cette municipalité lorsque l'infraction est commise sur son territoire. Et là, constater qu'il n'y a pas cette étape d'autorisation préalable. Les municipalités ont le pouvoir d'aller imposer et d'entreprendre des recours devant les cours municipales là, à ce sujet, au sujet de ces règlements-là, et les amendes perçues dans le cadre de telles poursuites appartiennent bien sûr à la municipalité. Alors, on nous a donné certains moyens de nos ambitions. Alors, à moins qu'il y ait quelques questions ou interventions, je passerai, peut-être qu'on va se donner, si on a le temps, 2 exemples pratiques. On s'éloigne un peu des questions d'inondation, mais le premier exemple pratique que je veux regarder avec vous, ça concerne les quais. Et c'est parce que c'est très basique, c'est B à bas, mais vous allez voir toutes les nuances qui surgissent sur une simple question d'autorisation de quai. Précision liminaire ou préalable, le règlement provisoire s'applique à tous les lacs et cours d'eau ainsi qu'à leurs rives. Ça, c'est l'article 2 qui le précise. Et vous savez que ça concerne à ce moment-là autant les lacs artificiels ou cours d'eau artificiels parce que la loi ne fait pas de distinction à cet égard-là. Il s'applique aux zones inondables 0-20 ans, 20 ans, 100 ans, qui ne nous surprend pas, mais ça s'applique aussi à tous les territoires qui étaient couverts par les IS. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai montré la définition de territoire inondé. Bien, les territoires inondés, c'est ceux qui ont été inondés en 2017-2019, donc couverts par les IS de ce moment-là. Bon, autre apport intéressant, je dirais, du législateur, c'est de venir nous dire c'est quoi une modification substantielle. Ceux qui ont fait déjà des dossiers de rénovation de chalets en bordure d'un chalet dérogatoire en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau qui est, par exemple, construit dans la bande riveraine, jusqu'où on pouvait faire de la rénovation. Puis là, il y avait le concept de nouvelle entité ou modification substantielle qui n'était pas défini par la législation ou la réglementation. Alors, maintenant, le législateur se prononce à ce sujet-là, nous dit qu'une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d'une infrastructure, d'un ouvrage, d'un bâtiment ou d'un équipement, de même que l'élargissement ou l'agrandissement d'un prolongement. Peut-être que c'est intéressant, je vais juste voir où est-ce que je m'en vais après, là. Oui, excusez, je reviens sur la modification substantielle. C'est intéressant de constater que le législateur le définit. Ceci dit, qu'est-ce qu'un changement de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles
d'un ouvrage, d'une infrastructure ou d'un bâtiment, ben moi, je peux pas plaider là-dessus de mon propre chef parce que j'ai manifestement pas les compétences et les connaissances pour déterminer ce qui est une caractéristique structurelle ou fonctionnelle. Puis, on s'est convaincu au bureau que malheureusement, seuls les ingénieurs ont la compétence, en vertu de leur code de profession, de se prononcer là-dessus. Ce qui amène comme conséquence qu'il va falloir avoir, à chaque fois qu'on prétend qu'il y a une modification substantielle, il va falloir la preuve, à mon avis, là, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a traité au bureau, ça va prendre un rapport d'expert, même s'il est très court, pour être capable de démontrer qu'on est dans un cas où il y a changement des caractéristiques structurelles d'un immeuble. Les articles 9 et 10 du règlement provisoire précisent les documents qui doivent accompagner une demande d'autorisation présentée à la municipalité. Donc, parmi ces documents, notons une attestation de conformité au RAMACH qui va être bien sûr préparée par un professionnel compétent, de même que divers avis professionnels, notamment pour les activités dans les zones inondables. Donc, les articles 9.5, en principe, sont toujours applicables, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y en est de l'attestation de conformité au RAMACH si on est dans une question de quai? Est-ce qu'on a besoin en tout temps de demander une attestation de conformité au RAMACH, alors que le RAMACH, si on parle des quais, ne traite pas de la question des quais? Alors, ce qui m'amène à premier exemple de cas pratique, c'est la construction d'un quai. Alors, l'autorisation de construire un quai sur pilotis, bien, dans l'ancien régime, cette autorisation relevait de la municipalité, des municipalités locales, selon le cadre juridique suivant. Alors, on partait en principe de la PRLPI, où toutes les constructions, ouvrages ou travaux étaient interdits sur les rives ou littoraux. Souvenez-vous, là, les dispositions de la politique disaient, regarde, en principe, tout est interdit, sauf, puis là, il y avait une nomenclature, une liste de travaux ou réalisations de construction, ouvrages qui étaient autorisés au sens de cette politique-là. Et tout ça devait être préalablement autorisé par les autorités compétentes, en fait, selon leurs compétences respectives, qui de la municipalité, du gouvernement, du ministère organisme, était responsable de ce type d'autorisation-là. Alors, un quai, on savait que ça relevait strictement de la municipalité locale. Et l'article 3.3 de la politique de protection des rives permettait, sans l'ombre de doute, qu'on pouvait construire des quais, qui est un ouvrage strictement privé, qui n'entrait pas dans les fameuses 5 fins réservées à la compétence du ministère de l'Environnement. Je vous rappelle, accès public, les fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques. Alors, la construction d'un quai relevait donc de la compétence des municipalités locales qui pouvaient autoriser, en conformité avec les dispositions de leur règlement de zonage. Sous réserve, il y a toujours eu la réserve de la dimension maximale de 20 mètres carrés autorisée par le règlement sur le domaine hydrique de l'État. Je sais fort bien que dans plusieurs municipalités, c'est un petit peu évacué, escamoté ou omis cette fameuse dimension maximale de 20 mètres carrés. Mais là, vous allez voir qu'on n'a plus le choix que de s'y tenir puisque c'est une disposition prévue maintenant à l'article 339, paragraphe 3 du REAFI. Donc, puisqu'en principe, toute intervention dans le milieu hydrique doit faire l'objet, puis là, je reprends l'échelle décisionnelle que je vous ai présentée il y a quelques minutes, à savoir, on part. En principe, la façon d'intervenir, puis de comprendre, puis d'analyser un dossier, on part toujours de la loi sur la qualité de l'environnement, article 22. Une intervention dans le milieu hydrique doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle, à moins d'une indication contraire dans le REAFI. Or, l'article 339, paragraphe 3 du REAFI nous dit et exempte la construction d'un abri de bateau amovible ou d'un quai flottant sur pilotis, sur pieux ou sur roue d'une superficie d'au plus 20 mètres carrés. Et là, vous comprenez que si je vais au-delà de 20 mètres carrés ou un autre type de quai, bien, je ne suis plus exempté. Je reviens à l'article 22. Okay? Je vous demande de garder ça en tête. Alors, dans le cadre du nouveau régime, donc voici le cheminement. Ça nous amène donc à l'article 6 du règlement provisoire qui traite des activités ou des réalisations dans le littoral.
Okay? Et par rapport aux interventions sur le littoral, bien, vous voyez le paragraphe 4 de l'article 6 nous dit qu'un abri à bateau amovible ou d'un quai flottant, et il reprend la même norme de superficie de 20 mètres carrés. Donc, ça relève bel et bien de la compétence de la municipalité locale. Je vous rappelle que l'article 11 du règlement provisoire nous dit que l'autorisation peut être délivrée si l'activité est conforme au ramage. Et le ramage, je vous l'avais dit tout à l'heure, est muet à propos des quais. Donc, la municipalité peut délivrer l'autorisation de construire un quai si celui-ci est d'une superficie d'au plus 20 mètres carrés. Si c'était juste ça, ça serait assez simple. Évidemment, un quai, soit flottant, pilotis, pieux ou sur roue. Là. Je ne reprends pas la nomenclature à chaque fois. Mais bien sûr, cette seule disposition ne règle pas tout. Parce que qu'en est-il des dispositions d'un règlement municipal qui traite de la forme d'un quai ou des matériaux qui le composent? Bon, premièrement, quant à savoir ce qu'est la rive, le littoral ou les zones inondables, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'article 4 du règlement, le RAMACH, qui définit ces termes. Alors, ce n'est plus vos règlements municipaux, il faut référer à l'article 4 du RAMACH. Ça, on en avait parlé. Pourquoi? Mais là, je vous donne l'exemple d'un véritable règlement municipal. Puis c'est une question qui nous a été soumise, je pense, dans les 3 jours qui ont suivi l'entrée en vigueur du régime provisoire là, au mois de mars dernier. Donc, la municipalité nous dit, bien, regarde, ça, c'est notre règlement municipal à nous. Et voyez, en jaune, c'est des dispositions qui, à mon sens, demeurent valides et applicables par l'effet du règlement municipal. Notamment, vous avez vu que le règlement provisoire ne traite pas du nombre de quais, de la question du nombre de quais autorisés par propriété. Alors ici, le règlement municipal dit qu'il y a un seul quai qui est autorisé par propriété. À mon sens, il est encore loisible à la municipalité locale d'avoir une norme réglementaire à ce sujet-là et cette norme-là doit s'appliquer. Maintenant, quant à la forme et la superficie, vous voyez, le règlement municipal dit que tout quai doit être formé d'une seule jetée formant un I ou un L, ou de 2 jetées qui forment un L, un T, ou de 3 qui forment un U ouvert. Donc, ça va. Moi, je pense que, puis on va voir dans quelques exemples là, visuellement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça me va, mais vous voyez, ensuite, autre élément du règlement municipal, ça dit tout quai, incluant la passerelle, ne doit pas dépasser 1/10 de la largeur totale d'un cours d'eau et ne doit pas excéder 40 mètres carrés. Et là, ça, pourquoi j'ai mis en rouge ou en rose, c'est parce que là, on est carrément sur le même objet visé par le règlement provisoire, de sorte que ça fait, on peut pas, le règlement municipal doit s'écarter devant la norme provinciale à ce sujet-là. Et là, je vois, il y a une question. Au 13 février, c'est d'au plus 20 mètres carrés dans le littoral lorsqu'il n'y a pas déjà un quai sur le lot visé. J'avoue, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Bon. Ceci, ouais, mais si c'est une question de les situations déjà existantes, là, normalement, sont tolérées. C'est vraiment pour le futur que c'est supposé, on met ça en œuvre. Là, on me dit que c'est une modification introduite par l'omnibus réglementaire. Bon, qui viennent d'être adoptés là, au mois d'août. Il faudrait peut-être que j'aille vérifier. On fera la vérification, puis je ferai le suivi avec Manel là, qui pourra vous relayer la réponse. Ah, mon Dieu. Non. Là, Mélanie Roy qui nous dit, pour avoir posé la question au gouvernement, on me disait que toutes les dispositions plus sévères que celles que le régime transitoire devaient en faire l'objet d'une autorisation du ministre pour être applicable. Je ne suis pas d'accord. On pourra en reparler ou en discuter ou en débattre, là, mais pour le moment, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, autre enjeu, tout quai, incluant la passerelle qui doit être construit à partir de matériaux non polluants tels le bois, l'aluminium, le composite ou le plastique. C'est pas traité. En fait, je dis que je ne suis pas d'accord. Vous voyez la nuance, là. Ici, là, ce qui est en jaune, là, ça n'est pas traité par
la réglementation provinciale. Donc, il ne peut pas avoir, ça ne porte pas sur le même objet, même si on parle du même sujet, c'est-à-dire les quais. Puis, vous voyez, encore là, les quais qui doivent être aménagés sur pilotis, pieux ou flottants, bien, même si on ne fait que reprendre la norme provinciale, bien, peu importe, c'est le règlement provincial qui devrait avoir préséance dans ce cas-là. C'est sûr que si on dit, nous, nos quais ne doivent pas être plus grands que 10 mètres carrés, bien là, on est carrément sur le même objet. Puis je vais nuancer mon propos. Oui, le règlement provincial prime, à moins d'une autorisation par le ministre. Qui viendrait dire, oui, je suis d'accord que chez vous, dans votre municipalité, les quais n'auront pas une superficie plus grande que 10 mètres carrés. Mais vous voyez toute la nuance à faire et à l'analyse, élément par élément d'un règlement. Puis je pense que visuellement, vous allez comprendre ici, l'opinion qu'on a rendue avait été suscitée par une proposition comme vous voyez là. Le promoteur nous disait, le promoteur ou le propriétaire disait on va construire un quai qui, si on additionne les superficies de toutes les structures de ce quai-là, ne dépassait pas 20 mètres carrés. Mais souvenez-vous, tantôt, je vous ai dit, le règlement disait en L, en I ou en T ou en U. Mais pas en arbre de Noël. C'est pas prévu, ça. Alors, notre réponse à un type de règlement, à une proposition comme celle-là, ça a été de dire que ça ne respectait pas le règlement municipal, sans égard au régime provisoire, ça ne respectait pas le règlement municipal et que par conséquent, la municipalité pouvait refuser de délivrer la demande pour de refuser de délivrer une autorisation pour un tel type de quai en application de sa réglementation d'urbanisme applicable. Autre exemple que je vous amène ici, qui va être notre dernier, l'aménagement d'un accès au plan d'eau. On se souviendra que sous la politique de protection des rives, il était possible de faire la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 mètres. Et sinon, il y avait la possibilité d'élaguer, de faire de l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur et aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau, donc beaucoup plus restreint lorsque la pente est supérieure à 30 %. Avec le régime provisoire, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'article 339.1 qui gère en partie les questions de la largeur d'ouverture au plan d'eau, ce fameux 5 mètres, pour aménager les percées visuelles pour au plus 10 % de la portion riveraine du lot visé, qui est exempté effectivement de l'application de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, si cette activité est exemptée de l'autorisation ministérielle, doit-elle faire l'objet d'une autorisation municipale en application du règlement provisoire? Bien, il semble que non. Puis là, on va faire l'exercice ensemble parce que pour être traité dans le régime provisoire, il faudrait qu'une disposition du règlement provisoire aborde cette question-là. Et si on fait l'analyse paragraphe par paragraphe, puis là, on est bel et bien dans une question d'aménagement d'un accès dans la rive, donc c'est l'article 7 qui s'applique, vous allez voir que les différents paragraphes de l'article 7 ne sont pas pertinents dans ce cas-là. Donc, paragraphe 1, ça nous parle de la construction d'un chemin. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Moi, je parle vraiment d'accéder, un accès privé au cours d'eau. 2, construction d'un ponceau. Ce n'est pas ça qui est l'enjeu. 3, j'en profite pour la construction d'un ponceau ici. Là. Souvenez-vous, tout à l'heure, l'article 117 du règlement provisoire disait « sauf pour les ponceaux tels que gérés par le règlement provisoire ». Mais voyez que les ponceaux gérés ici, c'est 1,2 mètres à 4,5 mètres d'ouverture. Tout ce qui est en haut de 4,5 mètres, ne vous inquiétez plus, ça tombe dans la cour du ministère de l'Environnement. Mais il est possible d'avoir des ponceaux de plus petits que 1,2 mètres. En tout cas, il y a plusieurs municipalités qui m'ont dit que ça fait partie de la réalité. Alors, ce que moi, j'en déduis ici, c'est que pour tous les ponceaux de moins de 1,2 mètres d'ouverture, ça demeure, encore une fois, géré par les règlements soit des MRC sur le libre écoulement des eaux, soit des municipalités locales.
Puis, ne serait-ce que la façon d'aménager dans le cours d'eau ce type de ponceau-là, c'est vos règlements qui s'appliquent. Alors, on a un autre exemple où c'est les règlements locaux ou régionaux qui demeurent applicables. Je reviens sur mon aménagement d'un accès au plan d'eau. Excusez cette parenthèse-là. Donc, dans l'analyse qu'on faisait de la portée ou de l'application de l'article 7, on a donc 2, ça ne s'applique pas. 3, on n'est pas sur un ouvrage de stabilisation. 4, on n'est pas sur des travaux réalisés pour l'établissement d'une conduite de système d'aqueduc. 5, on n'est pas sur un passage à gué, on n'est pas sur une structure. Bref, aucun des paragraphes de l'article 7 trouve application lorsqu'il est question d'aménager un accès au plan d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aménagement d'un accès au plan d'eau n'est pas autrement encadré par Québec, sauf pour dire que c'est une activité exemptée de l'autorisation ministérielle, ce qui m'amène à poser les conclusions suivantes. Il y en a 2. Les règlements d'urbanisme locaux demeurent applicables à ce type de sujet-là. Donc, votre règlement, s'il y a un règlement, j'ai vu des municipalités qui disent « Moi, ce n'est pas un accès de 5 mètres, ça va être un accès plus restreint que ça. » Bien, ça demeure applicable. Et il n'est pas approprié pour le moment que les municipalités abrogent les dispositions relatives à la protection des rives du littoral et des zones inondables dans leur réglementation d'urbanisme. Non, l'accès n'est pas considéré comme un chemin, parce que le chemin, c'est pour traverser. Fait que ce n'est pas un chemin. Pour répondre à la question que je vois apparaître ici. Puis, il y a des dispositions qui sont particulières et applicables pour les chemins. Là. Puis, il y a la définition de chemin qui ne correspond pas à la définition d'accès. Alors, puis ma conclusion 2, peut-être qu'elle est moins urgente maintenant, mais je peux vous dire qu'au lendemain de l'entrée en vigueur du régime provisoire, il y a des municipalités qui nous ont appelés en disant on va abroger tous nos règlements, en fait, toutes les dispositions de nos règlements qui portent sur la protection des rives du littoral et des plaines inondables. Et ce qu'on a dit après analyse, c'est cette chose-là, ne faites pas ça. En fait, moi, je vous dis, ne touchez pas du tout à ces dispositions-là, puisque pour être capable de déterminer, puis on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure du quai, être capable de déterminer quelles sont les dispositions qui s'appliquent et lesquelles ne s'appliquent plus, c'est vraiment ligne par ligne, alinéa par alinéa qu'on va être capable de déterminer ça. Alors, vous n'avez pas besoin d'abroger vos règlements parce que si c'est un sujet couvert par le régime provisoire, le règlement provisoire, il a préséance. Articles 6, 7 et 8, comme on l'a vu. Si ce n'est pas couvert, vos règlements, à certains égards, puis là, vous comprendrez qu'en 1h30, je ne peux pas faire toutes les nuances qui s'appliquent. D'ailleurs, on pourrait continuer dans les exemples de cas pratiques, puis on verra qu'il y a d'autres considérations qui sont tout aussi complexes. Puis, aussi, mon expérience m'a montré que les municipalités qui ont été confrontées à ce type d'enjeu-là ont requis à peu près systématiquement des opinions juridiques parce que ça prend une analyse, comme je vous le dis, ligne par ligne, alinéa par alinéa, en fonction des faits particuliers de chaque sujet. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour la question de stabilisation des rives, étant donné l'heure à laquelle nous en sommes. Donc là, j'ai perdu si vous me permettez de remettre à l'écran, la conclusion, qui est toute simple, qui dit « Merci de votre attention ». Alors voilà, c'est là où on en est. Donc, 1h30. Comme je vous dis, on aurait pu continuer encore plus longtemps. J'ai d'autres exemples. Là, vous voyez toutes les diapos qui sont ici cachés. D'autres exemples de situations dont on aurait pu discuter. Je vous dis, je m'excuse si vous trouvez que c'est confusant. Vous avez raison. Mathieu Prévost qui dit « J'hallucine », oui, join the club. C'est probablement un des plus grands défis de pédagogue que j'ai. Écoutez, j'enseigne à l'université, puis ça fait des années, j'ai 25 ans de pratique, ça fait des années. Écoute, j'ai même donné des cours de sauvetage à une autre époque. C'est probablement le plus grand défi de pédagogue que j'ai rencontré, vu la très, très grande complexité. Et il n'y a pas moyen de simplifier
le sujet. Alors, ça donne le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Mais bref, j'espère au moins avoir allumé dans votre tête les éléments principaux, puis lever les drapeaux rouges là où il le faut pour que vous ayez les réflexes de vous concentrer puis d'appliquer ça le plus correctement possible, quitte à demander des opinions juridiques. Et d'autant plus que si on ne le fait pas ou on le fait mal, il y a de graves sanctions qui peuvent être imposées aux municipalités. Fait que faut être sérieux et rigoureux à ce sujet-là. Alors voilà, je m'arrête ici 1h30. Je pense qu'on a été bien. Voilà, ça en est. J'ai fini. Merci beaucoup, Jean-François. Merci tout le monde. Merci aux personnes qui sont restées avec nous. C'est sûr qu'on a gardé un grand nombre de personnes. C'était très intéressant, très enrichissant. Comme vous le voyez très, très bien, ça donne, comme vous le proposez, peut-être sujet à une nouvelle conférence. On va en discuter probablement dans les prochains mois, d'ici l'émergence ou bien la mise en œuvre du régime. Peut-être Maître Jean-François peut venir nous donner d'autres informations, éclaircissements. Un appel de tout le monde. Est-ce que ça serait possible de partager le PDF de la présentation avec l'auditoire, Maître Girard, s'il vous plaît? Oui, je vais vous le transmettre. Là, je vais le transmettre en version PDF, effectivement. Parfait. Puis, je compte sur toi, Manel, pour le diffuser. À qui le voudra? À Valérie, merci beaucoup. Et puis Valérie, elle va le transmettre à tous nos invités. Encore une fois, merci infiniment. Merci Maître Girard pour ton temps si précieux. Merci à vous toutes et tous. Merci Valérie pour l'organisation. On vous retrouve vendredi dans 2 semaines. Les réunions du risque, soyez vraiment au rendez-vous. Merci de votre participation. Bon vendredi, bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine.